Merci beaucoup, Boris, et merci à tous les organisateurs de me donner cette opportunité, effectivement, de dire ce que je pense des scores de risque polygéniques comme prédicteur de risque. Ceci étant, avant de commencer mes explications, qui vont rejoindre d'ailleurs votre conclusion, Boris, je voudrais dire combien moi aussi je suis très attristée par le départ, la disparition de Thierry, qui est parti trop vite. Vraiment parti trop vite, mais qui restera présent dans beaucoup d'esprits, et en particulier dans le mien, pour toutes les qualités scientifiques et humaines qu'il présentait. Et donc, je m'associe à tout ce qui s'est dit précédemment sur la tristesse que nous avons de ce départ. Donc, en fait, pour commencer ma présentation, je me permets de faire un petit retour en arrière pour dire qu'en fait, ça ne date pas d'hier, l'idée que l'information génétique puisse nous permettre de prédire et de prévenir nos maladies. Il y a 50 ans déjà, avec la découverte des antigènes du système HLA et de leurs associations avec de nombreuses maladies, Jean Dossé déclarait que l'information sur ces associations serait d'une grande utilité prédictive, qu'il permettrait donc de mettre en place des traitements préventifs et même voire d'éradiquer les maladies. Je ne sais pas si je peux... Est-ce que les petits carrés noirs là vous gênent ou pas? Non, je ne sais pas si on peut déplacer. Bon. En fait, qu'avons-nous appris de l'étude de toutes ces maladies associées à HLA? Eh bien, qu'il existait un énorme fossé entre observer une association et trouver derrière ces associations des explications fonctionnelles, et qu'il était important de mettre en place beaucoup d'autres types d'informations, des informations d'ordre bien sûr biologique, physiopathologique, mais aussi au niveau génétique, de l'information complémentaire de l'information familiale. Par ailleurs, et je vais beaucoup insister là-dessus parce que c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il y a une très mauvaise interprétation de ces scores de risque polygéniques, c'est que on a mis en évidence, en fait, dans ces maladies associées à HLA, l'existence de facteurs de risque très fréquents et qui avaient des risques relatifs importants, mais que les risques absolus qu'ils conféraient étaient très faibles. Alors, je vais vous prendre l'exemple suivant, qui est l'exemple de la sclérose en plaques. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un risque relatif? C'est un rapport de risque. Quand je parle de risque relatif, je parle du risque de ceux qui portent le facteur de risque par rapport au risque de ceux qui ne le portent pas. Et comme on l'a vu dans plusieurs présentations précédentes et comme l'a noté aussi Boris sur sa diapositive, en fait, ce qu'on étudie ce qu'on estime dans les études cas témoins, on l'estime comme des odds ratios, et il faut savoir que ces odds ratios, c'est une approximation des risques relatifs. Comme les risques relatifs, c'est un peu plus parlant, je vais plutôt utiliser ce mot de risque relatif, donc rapport de risque de ceux qui portent le facteur par rapport à ceux qui ne le portent pas. Ce risque relatif, par exemple, j'ai pris l'exemple de la sclérose en plaques. Pour l'antigène DR15, HLA-DR15, le risque relatif est de 4. Ça veut dire donc que les personnes qui sont DR15 sont 4 fois plus à risque que les personnes qui ne sont pas DR15. Mais dans la population générale, 1/5 de la population générale, 20% de la population française est DR15. Donc, vous imaginez bien, vous comprenez bien que même si le risque est 4 fois plus grand chez les DR15, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quel est le risque absolu des DR15.
Et ce risque, en fait, il est très faible. Il est de 1 pour 1000. Donc, j'imagine que vous, cliniciens, si vous voyez quelqu'un qui a un antigène DR15, vous n'allez pas lui dire qu'il est 4 fois plus à risque que ceux qui ne l'ont pas, mais vous allez continuer de lui dire que son risque est toutefois extrêmement faible. D'autant qu'en plus, le risque des gens qui sont DR15 de développer une maladie cœliaque ou un diabète insulinodépendant est plus faible que celui des gens qui ne sont pas DR15. Donc, finalement, on en a vite conclu que pour la majorité des maladies associées à HLA, le génotype HLA ne permet pas de prédire des risques en population. Une exception que j'aimerais noter, puisqu'on a parlé aussi dans tous les exposés précédents dans les maladies psychiatriques de l'importance des mutations rares, des mutations de novo, qu'il faut faire une exception pour un gène qui se trouve justement dans la région HLA, qui est le gène HFE, où pour le coup, lorsque l'on porte une double mutation, une double dose d'une mutation rare dans ce gène, eh bien, on peut vous prédire à coup sûr une hémochromatose. Alors, face à ce peu d'informations obtenues par ces études d'association HLA et par aussi la mise à disposition de marqueurs génétiques qui à l'époque étaient des microsatellites, beaucoup de généticiens ont plutôt exploité l'information familiale et en particulier pour faire de la cartographie génétique. Donc, je pense que les généticiens qui écoutent savent tous à quel point toute cette période a été importante pour détecter des gènes de maladies monogéniques, mais aussi de sous-entités monogéniques, comme par exemple le diabète chez le jeune adulte, le MODY, ou la maladie d'Alzheimer, qui à ce moment-là était considérée comme une maladie psychiatrique et où il a été possible de voir qu'il y avait des formes génétiquement déterminées, des formes précoces liées à des mutations des gènes des précillines ou du gène de l'amyloïde, et aussi par exemple dans le cancer du sein avec la détection des gènes BRCA1 et BRCA2. Alors, pour la cartographie génétique, à côté de la cartographie génétique, l'information familiale nous a permis aussi d'utiliser, d'aller beaucoup plus loin dans l'exploration de gènes candidats qui pouvaient avoir été détectés d'ailleurs par association, mais de donner une information beaucoup plus riche quant aux risques relatifs qu'on pouvait avoir sur les génotypes des gènes étudiés. Et je reviens à l'exemple de la sclérose en plaques, où on avait pressenti et vu au niveau d'études d'association que IL2RA et PTBN22 étaient des gènes qui jouaient un rôle dans la sclérose en plaques. On a vu en fait, grâce aux informations familiales, qu'on pouvait faire varier les risques relatifs avec des génotypes de 2 SNP allant de 1 à 3,5 et pour TPN22 avec 3 SNP allant de 1 à 4,7. Ceci dit, cette information génétique, on a vite réalisé qu'elle n'avait pas beaucoup de puissance pour cartographier des risques, des facteurs de risque génétiques dans les maladies dites complexes, dites multifactorielles. Et à ce moment-là, un papier en 1996 a été publié par Rich et Merikaingas qui conseillait de faire des recherches de ces gènes candidats, des facteurs fréquents, disons, dans les maladies complexes, par des études d'association tout génome. Alors c'est vrai qu'à l'époque de la publication de ce papier, une telle recherche paraissait un peu irréaliste, mais finalement, au début du siècle, avec l'arrivée des génotypages à tout débit et de séquençage du génome, un nouvel enthousiasme des généticiens
qui va jusqu'à faire dire à Francis Collins quelque chose d'assez similaire de ce que nous a dit le professeur Dossé il y a 50 ans, que grâce à toutes ces possibilités offertes par le génotypage et le séquençage, on allait pouvoir bientôt prédire des diagnostics génétiques pour toutes les maladies, et ce, dans les 10 ans à venir. Et comme vous le voyez, il avait même le soutien du président Bill Clinton qui disait que non seulement ça allait pouvoir prévenir, diagnostiquer, mais aussi prévenir et traiter la plupart de nos maladies, si ce n'est pas toutes. Et malheureusement, ce rêve, comme vous le savez, est loin d'être réalisé. Alors, c'est aussi dans les premières années de ce siècle, enfin dans les années 2006-2007, que des compagnies de vente en ligne de tests de génétique ont été les premiers à vous proposer une prédiction de votre futur médical. Et certains d'entre vous savent probablement à quel point la communauté scientifique française a protesté contre ces ventes de tests qui pour nous étaient des tests qui ne prédisaient rien du tout, et pour les raisons d'ailleurs que je vais vous expliquer, vous donner par rapport au polygénique risk score, qui en fait ont été proposés aussi à la même époque dans un papier publié dans Genome Research par le groupe de Ray, Goddard et Vischer, où il proposait d'utiliser les résultats des GWAS comme outil pour prédire le risque de développer une maladie, et en ajoutant que les cliniciens pourraient utiliser à ce moment-là ces risques pour faire de la prévention, du diagnostic, du pronostic et même du traitement. Alors, je vais avoir 2 diapositives que certains n'aimeront peut-être pas, mais qui me paraissent absolument essentielles dans mon explication et contestation de à quoi servent les scores de risque polygéniques. C'est d'abord une petite explication sous quel modèle cela est calculé quand on étudie non pas un trait quantitatif, mais un trait binaire, comme celle d'une maladie, on est malade ou on n'est pas malade, et comment on les calcule ensuite sous ce modèle. Alors, le modèle qui est utilisé, qui a été proposé aussi il y a longtemps, en 1965, est ce qu'on appelle le modèle polygénique additif. L'idée, c'est qu'il y a une variable quantitative que vous n'observez pas, mais qui sous-tend votre susceptibilité, en anglais c'est plus exact, c'est plus correct, votre liabilité à développer la maladie, et que cette liabilité est due à la fois à des facteurs génétiques et à des facteurs environnementaux, que ces effets sont tout petits les uns et les autres, aussi bien génétiques et environnementaux, que ces effets s'additionnent, alors s'additionnent sur une échelle logarithmique, que les effets se cumulent et qu'ils sont indépendants les uns des autres, les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux. Et donc, dans ce modèle quantitatif qui sous-tend l'apparition de votre maladie, vous supposez une homogénéité de tous ces facteurs qui soutiennent son apparition, sachant en fait que si vous cumulez assez de facteurs pour dépasser un certain seuil, vous allez être atteint, alors qu'en dessous du seuil, vous ne serez pas atteint. Voilà, et ça, c'est la deuxième diapositive auquel je vous demande d'attacher une certaine importance, parce qu'elle est liée à beaucoup d'erreurs, justement, sur l'interprétation de ce que représente une héritabilité et de ce que représentent les scores de risque polygéniques. Alors, l'héritabilité, sa définition, c'est un rapport de variance, la variance génétique sur la variance phénotypique. Qu'est-ce que ça veut dire?
une variance phénotypique. Et qu'est-ce que ça veut dire que je calcule ces rapports de variance? Ça veut dire que je ne m'intéresse pas au trait pour lequel je calcule l'héritabilité. Je ne veux pas savoir pourquoi vous êtes grand ou pourquoi vous êtes petit, mais pourquoi, par exemple, dans la population française, il y a une variabilité de la taille, pourquoi la taille n'est pas la même entre les uns et entre les autres. Donc, c'est une notion qui se situe à une échelle populationnelle et pas du tout à une échelle d'explication individuelle. Elle n'essaye pas de faire le poids entre quelle est l'importance des facteurs génétiques dans votre taille par rapport à votre taille, mais quelle est l'importance de la variabilité génétique dans la population française par rapport à la variabilité de la taille dans la population française. Donc, vous voyez que déjà, c'est un concept qui est extrêmement différent de celui qui est traduit parfois. Il y a une héritabilité forte, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de facteurs génétiques. Non, ça veut dire qu'il y a beaucoup de variance génétique par rapport à la variance d'environnement. D'autant que dans les analyses qui sont faites, on suppose qu'il n'y a pas d'interaction et qu'il y a indépendance entre les facteurs génétiques et les facteurs d'environnement. Donc, on vous écrit que la variance phénotypique, elle est due à la variabilité génétique plus la variabilité environnementale. Donc, vous voyez bien que finalement, si vous n'avez pas de variabilité environnementale, si tout le monde est soumis au même type d'environnement, eh bien, votre héritabilité, elle vaudra 1. Une variabilité environnementale nulle, ou en tous les cas proche de 0, veut dire que pratiquement toute la variabilité de votre trait est due à la variabilité génétique. Alors, arrivons à ce qui nous intéresse, les scores de risque polygénique. Les scores de risque polygénique, Boris Chaumette a écrit d'une manière plus formelle son écriture, mais je voudrais vous montrer que finalement, ça revient à décomposer la variance génétique en petits éléments de variance génétique. Des variances génétiques qui sont apportées par le fait qu'on observe que certains SNP sont associés à la maladie étudiée. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on observe quand on fait une étude de cas témoins? Eh bien, on observe un différentiel de risque entre ceux qui vont porter un allèle, voire 2 allèles, par rapport à ceux qui ne le portent pas. En général, on suppose l'effet additif des allèles, c'est-à-dire là aussi, sur l'échelle additive qui est choisie dans ce modèle, donc on suppose que sur l'échelle logarithmique, porter 2 allèles apporte 2 fois plus de risque que d'en porter 1, et ceci en comparaison avec ceux qui ne portent pas l'allèle. Donc, comme vous voyez, ces variances, c'est des risques relatifs. Et on cumule tous ces risques relatifs pour déterminer ce qu'on appelle les PRS. Donc, les PRS, c'est une somme de risques relatifs qui compare finalement les porteurs d'allèles de risque par rapport à ceux qui ne portent pas. Et c'est sous ces hypothèses que le groupe de Ray et Vischer ont montré que le meilleur prédicteur sera obtenu en agrégeant l'ensemble des variants qui expliquent toute la variabilité génétique et donc toute l'héritabilité. Et c'est aussi sous cette hypothèse qu'a été lancé en 2009 dans un papier de Nature, un papier que beaucoup de gens connaissent, en tous les cas je crois qu'il atteint à peu près les 8000 citations, donc beaucoup le réfèrent, qu'il faut lancer une course pour trouver l'héritabilité manquante. Et en fait, beaucoup participent à cette course puisque depuis 10 ans, il y a une extension sans fin pour trouver un maximum de SNP associés, donc qui expliquerait l'ensemble de l'héritabilité.
Ensuite, qu'il y a différentes méthodes qui ont été proposées pour essayer de capturer toute la variabilité autour des SNP associés, parce qu'on se pose quand même la question quand on voit un SNP associé si c'est le SNP lui-même ou quelque chose autour du SNP. Donc, on essaye de récupérer toute la variabilité qui peut être expliquée autour du SNP. Il y a aussi des logiciels qui sont mis en place, des logiciels qui vous permettent de calculer pour une maladie donnée votre PRS, le PRS d'une personne, quand on a son génotype pour tous les SNP associés. Et enfin, il y a une explosion du nombre d'applications à des maladies multifactorielles, dont les maladies psychiatriques. Vous en avez déjà parlé, il en a déjà été question dans des exposés d'hier et d'aujourd'hui, et avec la promesse à la clé de pouvoir prédire le risque de chacun et des offres de mesures préventives. Donc, la première question tout de même à se poser et que nous avions déjà posée il y a un certain temps, c'est ces calculs, ils sont faits sous un certain modèle et bien entendu, ils dépendent de la validité de ce modèle et du fait que vous croyez effectivement qu'il n'y a que des facteurs avec des petits effets modestes qui se cumulent de facteurs qui se cumulent les uns aux autres, une indépendance des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement qui, eux, n'ont que des effets faibles. Enfin, il faut croire à ce modèle pour croire à la valeur des estimations qui sont faites sur les PRS. Et ce qui est intéressant, si vous relisez bien ce papier, ce fameux papier qui vous proposait de chercher l'héritabilité manquante, eux-mêmes mettaient en question ce modèle en disant il est raisonnable de supposer, de penser que l'architecture des maladies complexes prenne différentes formes suivant les maladies et que cette architecture extrêmement simple ne peut pas tout expliquer. Mais que comme on ne comprend pas pour l'instant vraiment comment ça fonctionne, eh bien, on va quand même partir et travailler avec ce modèle-là. C'est aussi à cette occasion que j'avais, avec ma collègue Emmanuelle Génin, publié un papier montrant que, en fait, les estimations d'héritabilité, et je ne savais pas à l'époque, je n'avais pas encore fait très très attention à tous ces calculs de PRS qui étaient faits aussi avec ce même modèle, où on évoquait un gros problème de la validité de ces calculs d'héritabilité, comme des calculs donc des PRS, en disant que, de nouveau, on voyait apparaître ce que j'appelais le GIGO syndrome, garbage in, garbage out, que j'avais déjà évoqué pour ceux qui me connaissent de longue date avec des calculs de lot score qu'on faisait à un moment avec n'importe quelle valeur de paramètres et qui ont quand même été publiés pendant 3-4 ans dans des grandes revues. Alors, donc, pour en revenir à la validité des PRS, on peut déjà questionner le modèle qu'on utilise pour leur calcul, mais il y a aussi un questionnement qui est tout à fait justifié, d'ailleurs que font certaines personnes travaillant avec les PRS. Association ne signifie pas obligatoirement causalité. Elle peut se refléter, et cette question elle est très très souvent soulevée, une stratification environnementale, comme par exemple une stratification socioculturelle qui peut avoir une influence sur votre trait. Elle peut aussi refléter le rôle indirect de variants génétiques. Par exemple, dans le cancer du sein, dont on sait qu'il est associé au BMI, eh bien, il est possible qu'en faisant une étude sur le cancer du sein, on détecte des SNP qui eux-mêmes sont causaux dans le BMI, voire sont associés au BMI pour des raisons
de variables environnementales, en particulier de stratification socioculturelle. Donc, le rôle indirect de beaucoup de variants génétiques peuvent être détectés à travers ces PRS. Et enfin, il peut aussi y avoir le rôle de gènes ayant des effets pléiotropiques, voire ubiquitaires, comme les rôles de gènes de régulation ou de transcription. Et j'étais très heureuse de voir à quel point, effectivement, il y avait du travail développé autour de l'effet de ces gènes de régulation dans les maladies psychiatriques. C'est aussi ce dernier point, quelque chose qui a été bien souligné par un papier de Boyle, Lee et Pritchard en 2017, qui proposait à la place du modèle polygénique ce qu'ils appelaient un modèle omnigénique, montrant que finalement à peu près l'ensemble de notre génome joue plus ou moins un rôle dans nos maladies. Alors, il y a de toute façon dans l'idée effectivement que le PRS n'explique pas tout dans les maladies, qu'il faut prendre en compte éventuellement d'autres facteurs. On voit des études qui le prennent plutôt comme un facteur de prédiction complémentaire à des facteurs de risque déjà connus, comme par exemple l'information clinique, l'information familiale, voire certains facteurs d'ordre environnemental, enfin des facteurs environnementaux, ou même, comme le suggérait la présentation sur l'autisme, on peut se dire que oui, il y a des mutations de novo qui jouent un rôle, mais on peut peut-être y rajouter une connaissance en utilisant le fait que, comme ces mutations, par exemple, ces mutations des novo ne sont pas à pénétrance complète, eh bien, peut-être qu'on peut mettre en plus le PRS comme facteur de prédiction aux facteurs déjà connus. Et donc, cependant, comme je le disais dans la diapo précédente, il faut voir que le PRS va inclure de toute façon au moins partiellement de l'information sur ces facteurs. Alors, un autre point extrêmement important et qui avait déjà été beaucoup souligné pour l'héritabilité, c'est que les variances phénotypiques et également les variances génétiques et environnementales varient à la fois dans le temps et dans l'espace. La façon, bon, si je reviens à un trait quantitatif parce que c'est plus simple à imaginer comme la taille, vous voyez bien que la variation de la taille d'une population, il n'y a pas seulement la moyenne, mais aussi la variation qui n'est pas la même d'une population à une autre. Et donc, l'explication sur cette variation génotypique en décomposition de variations génétiques et environnementales, elle va dépendre à la fois de la population dans laquelle vous allez vous placer, mais elle va aussi dépendre du moment où vous allez situer votre étude. La variance environnementale, par exemple, peut changer beaucoup d'une époque à une autre époque. Et donc, pour une maladie donnée, ça n'a pas de sens de prendre cet outil des PRS comme si ça avait une valeur donnée, une valeur intrinsèque, comme l'héritabilité. D'ailleurs, par exemple, j'ai vu sur certaines présentations qu'on donnait une héritabilité de l'autisme ou une héritabilité de la schizophrénie. Non, ça n'a pas de valeur, ça a une valeur dans la population qui a été étudiée avec les données qui ont été étudiées pour réaliser ces estimations.
Et donc, il faut vraiment faire attention à ce que nous disaient les Wontine. Il faut écouter de temps en temps un petit peu les anciens. Et ils nous donnaient un message déjà très important il y a 50 ans, en 1974, de la confusion terrible qu'il y avait entre faire une analyse de variance et une analyse de cause. Encore une fois, l'héritabilité, c'est un rapport de variance, ce n'est pas un rapport d'effet génétique versus effet de l'environnement. Alors, donc, les PRS, elles diffèrent entre populations. Et même là, je souligne une étude très, très intéressante parce que, bon, certains vont dire, ah ben oui, je ne vais pas pouvoir utiliser le PRS si je fais une étude en Asie ou en Afrique, alors qu'ils ont été estimés en Europe ou aux États-Unis. Et donc, il faut voir que la notion de population humaine est extrêmement complexe et que même dans une population qu'on va supposer homogène, et cette étude a été faite sur les données de la banque britannique UK Biobank, où Mostafavi, en structurant ces banques de données suivant l'âge, le sexe ou le statut socio-économique, il voyait que les PRS changeaient avec ces variables. Alors, je vais quand même vous parler de quelques illustrations. En particulier, j'ai choisi deux types d'illustrations, à la fois puisque le séminaire est dédié aux maladies psychiatriques, j'ai essayé de trouver des bonnes illustrations, si je puis dire, sur la schizophrénie, et je le ferai aussi sur le cancer du sein parce que il y a énormément de publications aussi dans ce domaine-là et je pense que c'est important aussi d'en parler. Donc, une des premières applications de ces PRS a été faite par le groupe international, le consortium international sur la schizophrénie, et a donné lieu à une publication dans Nature en 2009 où il faisait l'observation qu'il y avait beaucoup de SNP qui étaient associés à la fois à la schizophrénie et aux troubles bipolaires. D'où des études ultérieures qui ont essayé de fabriquer le double outil, le PRS schizophrénie, le PRS bipolaire, et d'utiliser le double outil des SNP associés donc à la schizophrénie, associés à la maladie bipolaire, et de faire merger, si je puis dire, ces deux outils comme prédicteurs soit de risque de la maladie schizophrénique, soit aussi comme prédicteur de développement de certaines symptomatologies. Donc, Boris Chomet vous a montré tout à l'heure l'exemple sur le développement de psychose sur un suivi de 2 ans. Et je vous montre aussi une étude qui a été publiée en 2019 sur l'apparition de troubles de l'humeur donc chez des personnes qui avaient un certain nombre d'identification comme à risque cliniquement de développer des psychoses. Alors, je ne sais pas si c'est bien visible là, mais de toute façon, ce n'est pas visible beaucoup sur l'article puisque quasiment toutes les courbes se chevauchent, mais on distingue 4 courbes, ceux qui n'ont jamais développé de psychose, qui est la bleue, la plus à gauche. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose que je mette ça, non. Ceux qui, non, pardon, oui, qui n'ont jamais développé de psychose, et parmi ceux qui ont développé des psychoses, ceux qui ont eu des troubles de l'humeur pendant tout le suivi, ceux qui n'en avaient pas au début mais qui en ont développé après, et la courbe la plus éloignée, je crois que c'est celle-là, bon, elle se chevauche vraiment beaucoup, c'est que c'est ceux qui correspondent à l'absence de troubles de l'humeur tout au long du suivi.
Alors, il y a aussi des études qui sont intéressées à dire est-ce qu'on en apprend plus avec les scores de risque polygénique, là au lieu de s'appeler PRS, ça s'appelle GRS, qu'avec la prédiction familiale. Et c'est une étude qui a été publiée en 2018 qui portait en fait sur des données de la Scandinavie, enfin de régions du nord de l'Europe, et sur lequel ils avaient fabriqué un score de risque qu'ils appellent EGRS, Genomic Risk Score, un score à façon où ils y mettaient tous les SNP qui étaient associés à la fois à la schizophrénie, à la fois à la maladie bipolaire, unipolaire, à l'autisme, mais aussi à des maladies associées comme le BMI ou même au niveau d'éducation. Donc, ils ont un GRS à façon et avec ce GRS, ils montrent que en fait, il est plus élevé, ce GRS, pour des patients qui ont des antécédents familiaux. Mais ils réalisent à ce moment-là que ceci étant, ils n'arrivent pas avec leur GRS à capter entièrement l'histoire familiale. Mais ils semblent se consoler en disant que pour les patients qui n'ont pas d'antécédents familiaux, eh bien, les 20% des GRS les plus élevés sont 5 fois supérieurs aux GRS les moins élevés, c'est-à-dire un risque relatif 5 fois plus important dans ceux qui ont les GRS les plus élevés. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé intéressant aussi de vous montrer un exemple de PRS sur le cancer du sein. Et tout particulièrement, j'ai trouvé intéressante cette étude qui était faite sur 33 000 femmes atteintes de cancer du sein versus 33 000 contrôles d'origine européenne et sur lequel on étudiait un PRS fait avec 77 SNP associés. Et ici, il donne la distribution sur cette première figure. Il donne la distribution du nombre d'allèles associés. Ce n'est pas tout à fait le PRS, c'est le nombre d'allèles associés. Et vous voyez la courbe en orange. Je ne sais pas si c'est bien quand je mets la main ou pas, j'en sais rien. La courbe en orange qui représente le nombre d'allèles chez les femmes atteintes de cancer du sein versus le nombre d'allèles chez les contrôles. Comme vous voyez, il y a un décalage. Il y a un petit peu plus, en particulier, on voit sur la moyenne qu'il y a à peu près 5 allèles de risque en plus chez les femmes atteintes de cancer du sein de celles qui sont contrôles. Mais une remarque très intéressante que je voudrais vous faire, c'est que avec 77 SNP associés, on a 154 allèles. On a 154 allèles. Et bien entendu, personne n'a dans cette distribution 154 allèles, puisque ça voudrait dire qu'on trouve des personnes qui sont homozygotes pour tous les allèles à risque pour les 77 SNP. Puis à l'inverse, de l'autre côté, on n'en trouve vraiment aucun on en trouve 0 non plus aussi, qui n'ont aucun allèle à risque, c'est-à-dire aucun homozygote pour tous les allèles non à risque de ces 77 SNP. Autrement dit, alors qu'on compare en principe le risque des gens qui ont des allèles à risque à ceux qui n'en ont aucun, de toute façon, les personnes qui n'en ont aucun ou qui les ont tous sont inexistantes dans la population. On est sur quelque chose qui est beaucoup plus centré, avec certes un décalage d'un peu plus d'allèles à risque chez les personnes atteintes que chez les personnes non atteintes. Et ceci se retraduit d'ailleurs par le décalage de courbe que vous voyez sur la droite, où là, il retrace les polygénic risk scores qui sont centrés, où on voit ce petit décalage entre atteint et non atteint.
Et je voudrais aussi noter cette revue qui a été publiée en 2020 dans Cancer Research, où il reprenait un petit peu toutes les études, qui faisait une revue clinique et critique de ce qui s'était fait effectivement dans le domaine des risques polygéniques dans le cancer du sein. Et où, entre autres critiques, il faisait le décalage qu'il pouvait y avoir entre certaines populations. Est-ce que l'outil pouvait s'appliquer à toute population en particulier? Est-ce qu'on pouvait l'utiliser dans une population d'origine non européenne? Enfin, c'était le genre de questions qui est posé dans cet article. Et il rappelait que parmi les mesures proposées, une mesure qui a été proposée déjà depuis un moment, c'est de faire des mammographies plutôt aux femmes qui étaient les à plus haut risque. Alors, je ne sais pas, j'ai jamais bien compris si les femmes qui étaient à plus haut risque avaient un plus haut risque de les développer plus tôt, mais enfin, bon, on peut se dire qu'après tout, faire des mammographies plus tôt ne porte peut-être pas conséquence. Dans un autre article, on disait que les femmes à plus haut risque devaient surveiller leur hygiène de vie, c'est-à-dire surveiller leur BMI, ne pas fumer, ne pas boire d'alcool. Bon, là aussi, je n'ai pas bien compris pourquoi ce conseil n'est pas valable pour toutes les femmes, mais seulement pour les femmes à plus haut risque. Mais là où j'ai quand même eu l'attention attirée, c'est sur l'idée qu'on pourrait peut-être faire de la chimio préventive aux femmes à plus haut risque. Bon, parce que là, il faut clairement tout de même pas se tromper de dire à qui on va proposer de la chimio préventive. Et alors, je voudrais revenir sur, et c'est pour ça que j'avais pris du temps pour vous expliquer ce que c'était que des risques relatifs et comment on calculait les PRS. Eh bien, les PRS, si vous avez bien compris que c'était des sommes de variance et qu'on cumulait sur chaque SNP associé des risques relatifs, en fait, mes PRS, elles mesurent le risque de G+, le génotype auquel je m'intéresse, versus le risque de G-, où G-, c'est ceux qui sont censés n'avoir aucun allèle à risque. Comme je vous ai dit, on ne va pas les observer, ceux-là, en population générale. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que ces PRS ne vous comparent que des risques d'un génotype versus un autre génotype. Et donc, à la limite, dans un groupe bien défini, où on peut se dire qu'on a une homogénéité génétique et une homogénéité environnementale, la PRS peut vous permettre de classifier les individus comme étant plus ou moins à risque. Mais en revanche, il ne vous donne absolument pas le risque absolu d'un individu qui est G+. Si je prends un individu ici qui est défini par son génotype pour tous les SNP dont je dispose comme étant associés, ce génotype G+, si je regarde la fraction de la population qui est au-delà de G+, c'est-à-dire que je vais considérer qu'au-delà de G+, cette population, je la considère comme plus à risque. Eh bien, vous voyez, et c'est, je pense, exactement ce qu'a dit Boris Chomette dans sa présentation, il y a au-dessus de G+, des gens qui ne sont pas atteints, et puis il y en a beaucoup qui sont atteints qui ne sont pas au-dessus de G+. Donc, en fait, si vous vous dites que vous allez prendre les PRS comme un taux de prédiction, vous voyez qu'il faut à ce moment-là vous dire, bon, mais pour
quel va être mon taux de faux positif, hein, à combien de femmes je vais prédire un risque, faussement un risque, et à combien de femmes je vais prédire qu'elles n'est pas à risque, c'est-à-dire qui ne seront pas détectées, c'est-à-dire à toutes ces femmes qui ne seront pas détectées, ici à tous les non-atteints qui sont détectés, et ici à toutes ces femmes qui ne sont pas détectées. Donc, quand on fait un test, hein, vous devez, je pense, en entendre assez parler avec un test PCR de Covid, c'est important quand même qu'il n'y ait pas trop de faux positifs et quand même que ça détecte bien les vrais positifs. Eh bien, vous voyez qu'en fait, ces taux de prédiction sont, pour la plupart des études qui sont faites, extrêmement faibles. Et même donc, sans mettre en cause la validité, ce que j'ai déjà mis en cause, la validité du modèle polygénique additif, donc qui est supposé sous-tendre toutes nos maladies, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces PRS, elles classifient les individus suivant leur risque, mais elles ne prédisent pas du tout leur risque. Et la seule étude que j'ai pu trouver dans la littérature qui explique bien ce fait, c'est une étude que je vous conseille d'aller lire et voir, une étude de Wald et Holt qui a été publiée dans Genetics in Medicine en 2019, où il prend l'exemple de la maladie coronarienne. Et sur cet exemple, il prend deux études où Kera a publié dans Nature Genetic en 2018 que grâce au PRS, il détectait que 5% de la population était plus à risque, était 3,4 fois plus à risque que les 5% les moins à risque de la population. Et de façon assez analogue, c'était une étude de Hainouille en 2018, où là, il comparait les 20% les plus à risque et les 20% les moins à risque. Et donc, Kera a recalculé pour un taux de faux positif de 5%, donc il s'accorde un taux de faux positif de 5%, et il voit qu'à ce moment-là, le taux de prédiction des vrais positifs est, là, ma diapo qui est cachée, mais je crois de 15% dans un cas et de 12% ou 13% dans l'autre. Donc, que la majorité des cas positifs n'est pas détectée et qu'en revanche, il y a 5% de faux positifs. Donc, finalement, je voudrais vraiment faire comprendre, et j'espère avoir été suffisamment convaincante dans cet exposé, pour faire comprendre que les PRS, c'est des risques relatifs, et donc ils permettent de classifier éventuellement dans une population bien définie à un moment donné, et permettent de classifier les individus. C'est un outil de classification dans cette population étudiée, en aucun cas un outil de prédiction. Et donc, c'est vrai qu'un outil de classification, ça peut être parfois très utile. Hein, c'est très utile en sélection animale, parce que dans un troupeau dans lequel vous allez contrôler les croisements et l'homogénéité de l'environnement, une telle classification va vous permettre de choisir les parents pour améliorer le trait dans la génération d'après. Hein, pas pour changer leur trait à eux, mais pour éventuellement l'améliorer dans la génération d'après. Mais comme je le dis là, dans une population où vous contrôlez les croisements et aussi l'homogénéité de l'environnement. Et on n'est heureusement pas dans cette situation en génétique humaine. Et donc, mon message essentiel, c'est qu'ils ne vous permettent pas de prédire les risques en population. Et je reprendrai à mon compte un message qui a été donné, encore une fois, il y a 50 ans par Léontine à propos de l'héritabilité, puisque certains déjà estimaient sur des traits humains, et en particulier, c'était sur le QI, l'intelligence, il y a 50 ans, où Léontine avait réagi
en disant effectivement de ne pas confondre variance et effet des gènes, et qu'il suggérait d'arrêter la recherche la recherche sans fin de meilleures méthodes pour estimer des quantités qui de toute façon ne serviraient à rien en génétique humaine. Et bien sûr, mon message n'est pas du tout négatif par rapport à la recherche génétique en psychiatrie. Et je me réjouis vraiment de tout ce que j'ai pu entendre dans les interventions d'hier et d'aujourd'hui, de voir à quel point, au contraire, on avançait et on avançait de façon je dirais, sur des points très divers et en particulier sur toutes ces détections de mutations de novo qui assez ironiquement sont mises en évidence alors que justement ce ne sont pas des mutations héritées. Et aussi par toutes les études fonctionnelles qui peuvent être faites. Et je reprendrai aussi ce qu'on disait avec mes collègues Catherine Bourguin et Emmanuel Génin en 2007, que ça ne suffit pas de contraster, de faire des études d'association, contraster dans une population des malades et des témoins, mais qu'il fallait utiliser toute l'information possible et disponible pour aller plus loin dans l'architecture complexe des maladies humaines. Merci beaucoup.